est-ce que le contingent égyptien pouvait l'ignorer? Et comment expliquer qu'il se soit perdu jusqu'à arriver à ce niveau-là? Peut-on espérer, est-ce qu'il pouvait l'ignorer? Le contingent égyptien ne pouvait pas l'ignorer. Déjà parce que la MINUSCA est installée en RCA, ça doit faire déjà près de 10 ans. Absolument. Ils sont là depuis. Et les couloirs sont clairement définis. C'est-à-dire que quand une mission onusienne arrive, avant, il y a des instructeurs militaires, des attachés militaires, avec les officiers militaires du pays d'accueil qui définissent les camps de stationnement et les couloirs. Ouais. Et même les zones d'intervention. Donc la MINUSCA n'est pas censée intervenir n'importe où. Deuxième des choses qu'il ne faut pas cacher, c'est que nous l'avons toujours dit ici, qu'avant la fin de l'année, il est question d'éjecter le président Touadéra. Il ne plaît pas à Paris. Paris considère que c'est une offense terrible que ce pays-là, pauvre, qui ne vaut rien du tout, qu'on a malaxé, c'était notre champ d'expérimentation de toute la crapulerie. On s'y servait gratuitement. Quelle audace! Quelle audace de bouter la France dehors avec une telle humiliation. Ça ne plaît pas à Paris. Ça n'a pas commencé à plaire par M. Macron. Et que va faire Paris? Paris va faire exactement ce qu'ils ont fait au Mali. C'est-à-dire se retirer d'un accord militaire de façon unilatérale. Au-delà de la présence de la MINUSMA, la France avec un accord de coopération, la France avec un accord de coopération militaire avec la RCA. Eh bien, elle va décider de se retirer de façon unilatérale. Nous sortons du contrat. Mais sauf que elle va en même temps qu'elle se retire, elle va armer la rébellion. Elle va soutenir les rebelles. Le président sera dans une situation très compliquée. Il le dit dans une interview ici. Il va faire appel à des pays amis. Personne ne va répondre. Il va être obligé de s'appuyer sur la MINUSMA et immédiatement développer de nouveaux axes de coopération militaire pour sauver le pays. Il le dit, pour sauver le pays. Parce que la rébellion va retrouver une capacité, c'est-à-dire une façon de se mouvoir, des armes et prendra village par village. Quand on va opposer à ces rebelles-là des négociations, ils n'auront que dans la bouche, on tient les 2/3 du territoire. La communauté internationale va regarder. L'ONU ne va rien faire. Première question. Moi, il commence à me poser une certaine question de ce qu'on appelle les missions onusiennes. Ouais. Il faut poser la question sur les missions onusiennes. Parce que quand on regarde les missions onusiennes, elles englobent beaucoup d'argent. Toutes les missions onusiennes ne sont pas en dessous du milliard de dollars de financement par an. Deuxième des choses les plus intéressantes, c'est que quels sont leurs mandats? Quels sont les mandats des missions onusiennes? Or, les missions onusiennes sont censées être des forces impartiales. Rebondissons un peu sur le cas ivoirien. Quand il y a eu la crise ivoirienne, que va faire l'armée française? L'armée française va aller se chercher un statut d'armée internationale associée sous couverture onusienne des soldats onusiens, et ils vont se faire appeler force impartiale. C'est-à-dire que la France, les forces onusiennes étaient censées en Côte d'Ivoire être force impartiale. Et c'est ça qui va amener, en quelque sorte, la négociation à Marcoussis et signer les accords de Marcoussis. Or, les accords de Marcoussis, c'était quoi? Les accords de Marcoussis, c'était unifier le pays, désarmer la rébellion et aller aux élections. Les accords violaient tous les droits. C'était anticonstitutionnel, inapplicable. On ne le fera jamais voter au Parlement. Ça a été, pour moi, tout ce qui va justifier ce qui va se passer après. À la fin, que vont devenir les forces impartiales? Les forces onusiennes vont prendre clairement position. C'est-à-dire qu'en armement, elles vont alimenter la rébellion en armement, elles vont alimenter la rébellion en renseignement, et elles vont se battre aux côtés de la rébellion pour éjecter le président Gbagbo en complicité avec les forces françaises. Donc, ce qui s'y passe en République centrafricaine apporte au questionnement. C'est une sorte de remake. Troisième des choses, Oui. l'Union européenne et la France ont toujours rêvé de ce qu'on appelle un printemps sud-saharien. Toujours. Toujours. Et ils se posent la question, il faut absolument un printemps sud-saharien. Pourquoi? Parce que la CEAC est très riche. Entre les États-Unis qui veulent entrer au sein de la CEAC, accroître leur influence, et la France qui estime que les réserves de gaz, de pétrole
de richesse de la CEAC. C'est un crime de lèse-majesté de nous sortir de la CEAC. On aura quel ressort? La France n'est pas influente sur la corne de l'Afrique. Elle est de moins en moins influente dans les pays du Maghreb. Comble de malheur, elle a fait la guerre en Libye et c'est elle qui a la position la moins ampliable de Libye. C'est-à-dire qu'elle a été éjectée même du problème libyen. Elle n'est plus acteur principal du problème libyen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, vaille que vaille, pouvoir trouver une zone, un territoire que l'on met à feu et à sang, ou bien par interposition de rébellion, on garde la présence. C'est pour ça que la France n'a pas d'autre choix que de soutenir la rébellion en RCA, de soutenir la... D'ailleurs, l'accord les négociations de paix que tente de faire le président, nous disons, oui, monsieur le président, les irrédentistes ne viendront pas. Et ils ont une situation favorable aujourd'hui, c'est qu'au Soudan, il n'y a plus de pouvoir. Et la RCA, c'est près de 900 km de frontière avec le Soudan. Pareil, ce que j'appelle chez Yori Museveni, c'est quel pays? Ouganda. En Ouganda. Ils ne contrôlent pas le nord de l'Ouganda. Donc, comment est-ce que la RCA peut en finir de façon définitive avec la rébellion? Donc, voilà ce qu'il se joue. C'est-à-dire que il faut faire tomber le président Touadéra. Il faut empoisonner son deuxième mandat. On a infiltré certains membres du gouvernement. Monsieur Le Drian fait des déclarations intempestives qui sont souvent des signaux d'attaque. L'interview de monsieur Le Drian, les gens n'ont vu que l'interview. Or, pour nous, c'est un signal au coup d'État. Je rappelle qu'il y a quelques mois, on a arrêté un mercenaire français, Guignolo, qui venait du Mali, qui était instructeur militaire, qui s'est transformé en chef d'entreprise de société de gardiennage pour se retrouver avec un arsenal de guerre dans une chambre louée sous un nom bien curieux en RCA. Donc tous ces éléments mis en place démontrent tout simplement que le régime de Bangui est la bête noire. Et il faut faire tomber le régime de Bangui.